Ban Ki-moon s'est attiré les fous du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu l'a accusé d'encourager le terrorisme. Le secrétaire général de l'ONU avait souligné la frustration des Palestiniens face aux implantations. Après Rome, Hassan Rouhani est attendu à Paris, seconde étape d'un voyage qui marque le spectaculaire rapprochement entre l'Iran et les puissances européennes suite à la levée des sanctions. Le mouvement de grève des taxis se poursuit en France pour protester contre les dérives des voitures de transport avec chauffeur. Manuel Valls a proposé une concertation et a reçu plusieurs représentants du mouvement hier à Matignon. Bonjour à tous, bienvenue pour une demi-heure d'infos en direct sur I24 News. Quand Ban Ki-moon fustige la politique d'expansion des implantations israéliennes en Cisjordanie, cela s'est passé hier à l'Assemblée générale des Nations Unies. On en parle avec Dror Even Sapir, analyste politique. Alors quels sont exactement ces propos tenus par le secrétaire général de l'ONU ? Ils ont été tenus hier dans le cadre dans le contexte d'un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Moyen-Orient, et Ban Ki-moon a eu des propos extrêmement sévères vis-à-vis d'Israël. D'une part, comme vous l'avez souligné, Elsa, elle s'en est pris aux constructions dans les implantations, en parlant d'une insulte vis-à-vis des Palestiniens, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale. Des constructions qui, a-t-il dit, remettent en cause l'engagement d'Israël en faveur de la solution des deux États pour les deux peuples. Mais surtout, Elsa, cette phrase qui ne passe pas, qui ne peut pas passer en Israël, comme d'autres peuples opprimés l'ont montré au long de l'histoire, a dit Ban Ki-moon. Il est dans la nature humaine de s'opposer à l'occupation alors qu'Israël enterre des jeunes civils, des jeunes femmes civiles tuées par des terroristes palestiniens. On peut imaginer bien évidemment que la réaction d'Israël par la voix de son Premier ministre, notamment Netanyahou, a été des plus virulentes. On va l'écouter tout de suite. Les remarques du secrétaire général de l'ONU donnent une justification au terrorisme. Le terrorisme n'a aucune justification. Les Palestiniens qui tuent ne veulent pas d'un État, ils veulent détruire un État, et ils le disent ouvertement. Ils veulent tuer des Juifs simplement parce qu'ils sont Juifs, et ils le disent aussi. Ils ne tuent pas pour la paix, ils ne tuent pas pour des droits humains. Voilà, et Netanyahou qui a ajouté qu'il y avait longtemps, selon lui, que l'ONU avait perdu sa neutralité et sa force morale, et les propos de Ban Ki-moon, rajoute le Premier ministre israélien, n'améliorent pas la situation. Alors qu'est-ce qui a poussé Ban Ki-moon à réagir de cette façon, surtout pendant cette période où il y a de nombreux attentats ? Écoutez, on sait que les Nations Unies sont un forum en général très critique vis-à-vis d'Israël. On sait que la majorité de l'Assemblée générale des Nations Unies a toujours eu un biais anti-israélien, qu'Israël y bénéficie entre guillemets d'un traitement spécial qui est loin d'être un traitement de faveur. Et bien au contraire, il y a beaucoup plus de résolutions anti-israéliennes que contre la Syrie ou contre d'autres pays dictatoriaux qui s'en prennent à des populations civiles. Ça, c'est pas nouveau. Et il y a tout de même une intensité beaucoup plus rude qu'auparavant. Il y a tout de même une sévérité dans les termes employés par Ban Ki-moon, à laquelle on était peu habitué. Le climat général dans la communauté internationale n'est pas à la faveur d'Israël. J'en veux pour preuve les récents propos de celui qui est, contrairement à Ban Ki-moon, un allié, un ami d'Israël, l'ambassadeur américain en Israël, qui a eu des propos lui aussi qui ne sont pas comparables avec ceux de Ban Ki-moon, mais qui sont quand même allés très loin dans la critique contre l'application de la loi par Israël dans les territoires de Cisjordanie. Et Benjamin Netanyahou y avait aussi réagi. Merci beaucoup, Dror, pour cette analyse. L'ONU envoie les invitations pour parler de paix en Syrie qui doivent commencer vendredi à Genève. Et face à cette nouvelle tentative de réunir les membres de l'opposition, je vous propose d'écouter le sentiment du coordinateur humanitaire pour la Syrie. Nous avons cette attente selon laquelle toute la communauté internationale se rendra à Genève et discutera du peuple, pas seulement de politique, parce qu'en fin de compte, ceux qui font les frais du conflit, c'est le peuple syrien. Donc nous avons cette attente, mais nous venons aussi avec un message clair pour ceux qui se rendent à Genève. Trop, c'est trop. Les Syriens ne peuvent pas continuer à payer les frais de l'échec politique. Et dans le même temps, les forces du régime syrien gagnent du terrain. Ils ont repris le contrôle du bastion rebelle de Sheikh Miskin, près de la frontière jordanienne. Mathias Inbar. À coups de missiles courte portée, le régime de Bachar al-Assad viendrait de reprendre la ville de Sheikh Meskin dans le sud du pays.
Une offensive lancée à la fin du mois de décembre, une conquête qualifiée de stratégique à la frontière avec la Jordanie, dans la province de Deraa, contrôlée sur plusieurs kilomètres par les rebelles. De rudes combats menés conjointement au sol par les troupes du régime, des milices palestiniennes, des hommes du Hezbollah et des unités de l'armée iranienne, et appuyés également par l'aviation russe. Une manière de sécuriser un peu plus les routes qui mènent vers le nord, vers la capitale Damas. Et si les affrontements devraient donc se poursuivre dans le sud de la Syrie, toutes les parties engagées dans cette guerre civile se rendent coup pour coup. Quasiment au même moment, une vingtaine de personnes trouvent la mort dans 2 attentats suicides à un poste de contrôle de l'armée dans la ville de Homs. Coup pour coup également à l'est du pays, dans la ville de Deir el-Zor. L'État islamique tente de reprendre depuis la semaine dernière les champs pétroliers et les faubourgs de la ville. Des combats rapprochés et surtout filmés. En voici les images. Après d'intenses combats et battus, on y voit 2 soldats du régime demander la grâce des hommes de Daesh. 50 soldats syriens y auraient été tués. Après Rome, Hassan Rouhani poursuit à Paris sa tournée européenne. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Christian Mallard. Bonjour. Alors, bonjour Elise. Cette visite poursuit un intérêt économique évident, mais également une réinsertion de l'Iran sur la scène diplomatique internationale. C'est vrai que Rouhani fait tout pour réussir le retour de l'Iran sur l'échiquier politique international. Maintenant, il y a quand même beaucoup de bémols à mettre à cette visite, à ces grands accords qu'on nous fait miroiter. Par exemple, on sait qu'en principe, les dirigeants de EADS, Airbus sont très prudents. On devrait vendre 127 Airbus pour une somme de 18 milliards et demi d'euros, ce qui paraît considérable et à la fois très intéressant en période de crise économique. Et la France, elle l'a subi, cette crise, elle a besoin d'avoir des contrats. Mais en même temps, est-ce que cette ouverture économique va être réellement possible? Parce qu'on vient d'apprendre quand même qu'en Iran, le Conseil des gardiens de la Constitution, qui est très lié aux gardiens de la Révolution, vient de retoquer bon nombre de candidats qui se présentent aux élections législatives du 26 février prochain et qui sont très proches de Rouhani. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que l'ouverture, oui, mais à petite dose. Les Iraniens, enfin le régime, a peur de se remettre en question et de changer sa nature. Et on le sait, sa nature, c'est de continuer à soutenir des mouvements terroristes comme le Hamas, comme le Hezbollah, et continuer à dénier à Israël son droit d'existence. Donc je crois qu'il faut être très prudent, Lisa. Alors justement, est-ce que ces sujets qui fâchent, on a dit le soutien actif de l'Iran au terrorisme, encore la question des droits de l'homme dans le pays, vont être soigneusement évités par François Hollande? Je ne dirais pas, Elisa, je ne dirais pas soigneusement évités. Je dirais que François Hollande va éviter d'infliger un camouflet ou d'indisposer ou de mettre mal à l'aise Rouhani en public. Mais en privé, dans l'entretien qu'il aura avec lui demain, entre 15h et un peu plus de 16h, demain après-midi, tout laisse à penser que Hollande, qui est un pragmatique, qui sait faire de la réelle politique, même avec un pays qui n'est pas fréquentable comme l'Iran, lui dira en privé qu'il faut que si l'Iran veut être fréquentable pour l'avenir et redevenir une nation respectée à l'échelle internationale, eh bien entendu, il lui faudra respecter les droits de l'homme, arrêter cette guerre avec l'Arabie Saoudite pour une raison de suprématie régionale, et puis peut-être essayer de stabiliser réellement le Moyen-Orient en respectant aussi Israël. Mais là, ça c'est une autre histoire. Merci beaucoup Christian Mallard pour cette analyse. Et le président iranien avait été reçu hier par le pape François au Vatican. Le souverain pontife avait appelé Téhéran à œuvrer pour la paix au Moyen-Orient. Léa Volbert. Un nouvel allié pour promouvoir la paix, un allié stratégique au cœur du Moyen-Orient. Le pape François s'est entretenu 40 minutes ce mardi avec le président iranien Hassan Rouhani. Un message: aider la communauté internationale à rétablir une stabilité dans cette région dévastée par les guerres à répétition. Dans un communiqué, le pape François exhorte l'Iran à trouver des solutions politiques adéquates qui mettent fin à la diffusion du terrorisme et au trafic d'armes. Le souverain pontife souligne la responsabilité de chaque communauté religieuse dans la promotion de la réconciliation, allusion à peine voilée au conflit entre sunnites et chiites qui scinde la région et provoque de vives tensions, notamment avec l'Arabie saoudite. Hassan Rouhani était entouré d'une délégation de 12 diplomates et officiels iraniens. Parmi eux, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui a activement participé à l'accord de Vienne en juillet dernier. Une visite minutieusement organisée. Pour éviter d'offenser la délégation iranienne, les statues nues du musée du Capitole ont été couvertes. En lieu et place des Vénus et autres œuvres d'art,
des blocs de plastique blanc. Une décision de la mairie de Rome qui a rapidement créé une polémique. Le parti de la Ligue du Nord dénonce un énième acte de soumission à une culture qui ne nous appartient pas. Les radicaux, eux, rappellent qu'il y a à peine 7 mois, des affiches avaient également été recouvertes dans la ville de Turin, cette fois pour ne pas heurter la sensibilité du pape en visite officielle. Et même si on assiste là à un réchauffement des relations avec l'Iran, pas d'amélioration à signaler du côté des droits de l'homme. Les opposants au régime continuent d'être pourchassés, ceci les conduisant le plus souvent à l'exil. Reportage d'Elodie Toto. Paria Cohendel, 18 ans. Malgré son jeune âge, elle est aujourd'hui recherchée par le régime d'Hassan Rouhani pour activisme. Un besoin d'agir qui est né de l'arrestation violente de son père. Ils ont pointé leur arme sur ma tête et ils m'ont séparé de mon père. Depuis, je ne le vois qu'en prison. Farzad Madadzadeh a, lui, été emprisonné pour activisme. Il purgeait une peine de 5 ans lorsqu'en 2013, l'actuel président Hassan Rouhani est arrivé au pouvoir. Un président réputé modéré. Pourtant, Farzad a vu sa situation en prison s'aggraver. Avant, j'étais en isolement. Après, j'ai été souvent interrogé par 3 personnes. J'avais les yeux bandés, on m'a torturé. Pour le régime actuel, c'est légal. Ils attrapent les gens, surtout les sympathisants des moudjahidines du peuple. Parfois, il suffit d'avoir quelqu'un de sa famille lié au mouvement. Et c'est considéré comme un crime. Un crime passible de mort. Selon Amnesty International, plus de 2000 personnes auraient été pendues ces 2 dernières années pour des raisons parfois ridicules, comme la distribution de tracts. Il est inacceptable dans des sociétés démocratiques qui respectent les valeurs démocratiques et des droits de l'homme de recevoir un président qui fait de la torture, les exécutions sommaires et extrajudiciaires des fois, l'application de la peine de mort d'une façon très expansive et comme moyen de gouvernance. Les Iraniens en exil, comme Paria et Farzad, et avec eux, ceux qui résistent toujours en Iran, comptent sur François Hollande pour aborder avec Hassan Rouhani la situation des droits humains en Iran. Cela se fera peut-être entre 2 discussions autour de millions d'euros d'échanges commerciaux. C'est tout l'art de la diplomatie moderne. Et on poursuit avec l'actualité française. La mobilisation des taxis se poursuit aujourd'hui. Des centaines de véhicules ont afflué de nouveau à l'eau porte-maillot, et cela en dépit de la nomination d'un médiateur par Matignon. Hier, Manuel Valls a reçu plusieurs représentants de la contestation et proposé une concertation. Julia Ganancia. Arrivé sous tension à Matignon. Au total, 9 organisations syndicales sont reçues par Manuel Valls en présence de Bernard Cazeneuve. À l'issue de 2 heures de réunion, le Premier ministre propose l'ouverture d'une concertation avec les taxis ainsi que la nomination d'un médiateur. Manuel Valls ordonne également d'amplifier les contrôles afin de faire cesser tout comportement abusif et garantir les conditions d'une concurrence loyale entre les taxis et les VTC. Scène de chaos porte-maillot à Paris, un concert de klaxons, des pneus brûlés, des opérations escargots, premiers incidents, plus d'une vingtaine d'interpellations et une circulation bloquée. Les chauffeurs de taxi protestent contre la concurrence et les dérives des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Je voudrais que le gouvernement prenne ses responsabilités et fasse en sorte que le taxi et le VTC, ça soit bien distinct et que le VTC ne se transforme pas en taxi parce qu'il y a une cannibalisation en fait. C'est ça qui se passe. Les enseignants aussi se mobilisent. Un professeur sur 5 observe la grève selon le ministère de l'Éducation nationale. Un cortège de plusieurs centaines de manifestants est en route pour rejoindre les Invalides. Ils protestent contre la réforme des collèges et la suppression d'une partie des classes bilingues et réclament aussi une augmentation des salaires. Autre mobilisation, celle des contrôleurs aériens qui désertent les aéroports. 20% des vols sont annulés. Les syndicats refusent d'être soumis au nouveau système de primes, un système qui, selon eux, affecte leur pouvoir d'achat. Puis sachez que Manuel Valls présente aujourd'hui aux députés la dernière mouture de l'article sur la déchéance de nationalité pour les crimes terroristes, avec l'objectif de trouver une solution pour cette mesure qui électrise la gauche depuis plus d'1 mois. Notez également cette annonce d'il y a quelques instants de l'Élysée, cette démission de la ministre de la Justice, Christiane
Taubira. La garde des Sceaux a remis donc sa démission au président de la République qui l'a accepté. Ils ont convenu, je cite, de la nécessité de mettre fin à ses fonctions au moment où le débat sur la révision constitutionnelle s'ouvre à l'Assemblée nationale. Décision également aujourd'hui du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, à venir sur une demande de la Ligue des droits de l'homme visant à suspendre tout ou partie de l'état d'urgence instauré après les attentats du 13 novembre. Voilà pour la première partie de cette édition. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à suivre tout de suite dans ce journal. Et comme chaque 27 janvier, la France et le monde commémorent la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. C'est l'Armée rouge en 1945 qui avait libéré le camp d'Auschwitz. Donald Trump ne participera pas au prochain débat télévisé en vue des primaires républicaines. En cause, la présence de la journaliste Megyn Kelly de la télévision Fox News qui manquerait selon le milliardaire de neutralité. Moment phare de la présentation des collections printemps-été de la haute couture à Paris, c'était au tour de Chanel hier et comme d'habitude, Karl Lagerfeld a créé la surprise. Comme chaque 27 janvier, la France et le monde commémorent la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. C'est l'Armée rouge donc qui en 1945 avait libéré le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Retour sur l'historique de ces commémorations en images avec Joseph Emmanuel. C'est en 2002 qu'est instituée la journée internationale du souvenir dédiée aux victimes de la Shoah. À l'origine de cette initiative, les ministres de l'éducation des États membres européens. Ils l'ont voulu comme une prévention des crimes contre l'humanité. La journée a été adoptée par une résolution onusienne en 2005. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 27 janvier 1945, le camp d'Auschwitz est libéré par une avant-garde de l'Armée rouge. Cette journée rappelle les droits et libertés associés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction aucune, notamment fondée sur la race, la religion ou toute autre condition. Elle rappelle également le principe fondateur des Nations Unies, dont la création est liée à la défaite du régime nazi. C'est donc naturellement que cette journée encourage les États à promouvoir des projets éducatifs, à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste. En Israël, on ne fête pas particulièrement cette journée internationale, car Israël a sa propre journée de mémoire de la Shoah, et ce depuis le début de son existence. L'an dernier, le président François Hollande s'était rendu à Auschwitz pour commémorer le 70e anniversaire de la libération du camp. À cette occasion, et seulement 3 semaines après les attentats de janvier, le président avait pourfendu ce qu'il avait nommé le poison de l'antisémitisme. Binyamin Netanyahou, lui, interpelle les dirigeants européens en leur posant la question « Que faites-vous contre l'antisémitisme ?» Et en Israël, cela ne fait que 4 ans que l'enseignement de cette période sombre de l'histoire est dispensé dans les établissements arabes du pays. Vous allez le voir, l'apprentissage de ce drame a permis à beaucoup d'entre eux de tirer les leçons et de faire un pas vers leurs concitoyens juifs. Je propose de regarder cet extrait du reportage de Yoraï Lieberman. Si on regarde les lois de Nuremberg, quels sont les éléments qui nous indiquent de la discrimination ? Contrairement à leurs parents et à leurs grands-parents, l'actuelle et les futures générations de jeunes Arabes israéliens connaîtront la Shoah. Car depuis 2011, la Shoah est devenue un enseignement obligatoire et depuis 2014, elle est aussi un thème présent au baccalauréat. Depuis ma naissance, j'entends parler de la Shoah, mais parce que nous en avons juste entendu parler et qu'on ne l'a pas vraiment compris, ça a créé une forme de résistance. Comment ont-ils décrit les Juifs ici ? Il y a un mot très important. Ils étaient détestés et discriminés. Ils n'étaient même pas considérés comme un groupe ethnique, mais comme un type de race à part. Excellent. En tant qu'Arabes, nous faisons aussi partie de l'ethnie sémite, car les Juifs et les Arabes font tous deux partie du groupe ethnique des Sémites. Si nous avions vécu en Allemagne à ce moment-là, ce qui est arrivé aux Juifs aurait aussi pu nous arriver. J'ai beaucoup de solidarité pour les Juifs à cause de la tragédie qu'ils ont vécue.
Dr Tarbet Abouras est professeur en géopolitique à l'université Ben Gurion. À l'instar de ses collègues juifs et arabes du Fonds Abraham qu'il dirige, le professeur Tarbet n'a aucun doute. La coexistence des deux peuples ne passera uniquement par une connaissance de l'histoire et des souffrances de l'autre. Je pense que tous les Arabes devraient visiter Auschwitz et apprendre. Et d'après moi, pas seulement les Arabes, mais tous les êtres humains. Je suis revenue de ce voyage, je suis restée 1 mois au lit, vraiment malade et complètement bouleversée de l'intérieur. J'ai commencé à nouveau à réfléchir, après ce que j'avais vu, l'horreur et l'inhumanité, comment un humain peut faire une chose pareille à un autre être humain. Quand j'étais à l'université hébraïque, j'ai dû préparer un mémoire dans le cadre d'un séminaire. Alors j'ai proposé de le faire sur la Shoah qu'ont subi les Juifs en Europe. Et le professeur est venu me voir à la fin du cours. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive de vouloir faire un travail sur la Shoah? Tu es arabe? Le milliardaire américain Donald Trump ne participera pas au prochain débat télévisé en vue des primaires républicaines. En cause, la présence en tant que modératrice de Megyn Kelly, journaliste chez Fox News. Le milliardaire lui reproche de manquer de neutralité. Et depuis la proposition de Donald Trump de fermer les frontières aux musulmans et les attentats de San Bernardino, l'islam est un sujet de discussion récurrent dans les discours des candidats à la présidence des États-Unis. Dans l'Iowa, où se tiendront lundi les premières élections primaires du Parti républicain, certains musulmans se sentent rejetés. Reportage. Quartier résidentiel de l'Iowa, en plein Midwest américain. Cette mosquée à l'allure discrète est pourtant la plus vieille du pays. Surnommée la mère des mosquées américaines, elle a été fondée en 1934 par des migrants arabes. Les Arabes musulmans sont venus à Cedar Rapids à cause des Arabes chrétiens qui ont migré avant eux. C'étaient principalement des fermiers et l'Iowa possédait beaucoup de terres cultivables. Récemment, Donald Trump a dit vouloir mettre fin à l'immigration des musulmans aux États-Unis. Peu après, cet imam dit avoir vu débarquer une vingtaine de motards soutenant le candidat républicain. Sans hésiter, il les a invités à entrer. Ils sont repartis avec une vision différente. Ils ont dit « On ne savait pas que votre religion reconnaissait Abraham comme prophète. L'ignorance est l'ennemi et c'est pour cela que ces personnes qui soutiennent Donald Trump doivent être éduquées à une autre culture. » Mais Trump n'est pas le seul candidat à prendre position sur l'islam. Son principal adversaire, Ted Cruz, en a également fait une priorité dans ses discours de campagne. Imaginez un chef des armées qui dirait « Nous allons vaincre le terrorisme islamiste radical ». Imaginez un président qui oserait prononcer ces mots « Terrorisme islamiste radical ». Brittany s'est convertie à l'islam suite à son mariage avec un mari pakistanais. Elle dit redouter les nombreux amalgames faits par les républicains entre islam et violence. Pour le moment, leurs idées et leurs valeurs sont à l'opposé des miennes et je ne peux envisager de voter pour un républicain. Ce serait une menace pour ma famille et pour ma foi. Pour l'aider à choisir son candidat, Brittany s'est rendue à ce meeting d'Hillary Clinton. Ici, elle n'est pas la seule à porter le foulard. Et Clinton elle-même critique les positions anti-musulmanes des républicains. Brittany pourrait encore éventuellement voter pour Bernie Sanders, mais comme de nombreux musulmans américains, elle n'offrira probablement pas son vote au camp républicain. Et on en vient à ce moment phare de la présentation des collections printemps-été de haute couture à Paris. C'était au tour de Chanel hier et comme d'habitude, Karl Lagerfeld, le directeur artistique de la maison, a su créer l'événement. Julia Ganancia. Chanel entre dans la danse. Sous la verrière du Grand Palais, les mannequins sortent une à une d'une maison en bois à étages pour défiler dans un jardin zen. Sur des chaussures à semelles compensées en liège, elles avancent sur un chemin de dalles en bois installé dans l'herbe. Robes et jupes sont étroites, arrivant à mi-mollet. Elles sont fendues derrière pour faciliter la marche et laissent entrevoir des plissés transparents et brillants.
Les volumineux chignons et le maquillage, de traits de crayon le long de l'œil, s'inspirent d'une sculpture en plâtre de Picasso. Les couleurs sont subtiles et douces, ton crème, rose, ivoire, pour une élégance évoquant des silhouettes de différentes époques. En guise de sac, une pochette qui s'accroche à la ceinture pour plus de liberté de mouvement. Un univers que Karl Lagerfeld a voulu écologique, le décor en bois sera entièrement recyclé. Tout est influencé par quelque chose, mais ce n'est pas comme si on s'était dit que maintenant on allait faire du japonais, pas du tout. Il n'y avait pas de kimono, non, c'est plus une manière d'être zen et relaxé dans un esprit de modernité actuelle. Des capes scintillantes donnent des airs de princesse. La robe de mariée finale, alliant traîne majestueuse et suite à capuche, est faite en fleurs de coton et papier. Les actrices Diane Kruger, Gwyneth Paltrow et Laura Smet étaient parmi les célébrités présentes au défilé, de même que le mannequin Cara Delevingne. La Britannique a attiré toute l'attention des photographes lors de son arrivée sur les lieux, pour un show qui, comme toujours chez Chanel, a tourné au spectacle. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information. Christiane Taubira, ministre de la Justice française, vient de démissionner. C'est l'Élysée qui l'a annoncé dans un communiqué. Vous voyez à l'écran ce Twitter. Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir. Elle a donc fait son choix. Christiane Taubira qui sera remplacée par Jean-Jacques Urvoas, nouveau garde des Sceaux nommé donc par François Hollande. Restez avec nous sur I24 News. Le retour de l'info, c'est dans quelques instants.